Bienvenue sur Mindset, le podcast vidéo de la réussite des dirigeants. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Harel. Bonjour Vincent, bienvenue. Salut Tim. Je suis ravi de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors ça va être un épisode un peu spécial puisque tu as une double casquette. Tu es à la fois le patron de Mercer en France, mais aussi le président des anciens ESCA, école de commerce bien connue en France. Tu es le président des alumni de l'ESCA. C'est parti, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Difficile de parler de soi-même. Je m'appelle Vincent, j'ai 45 ans. Je suis papa de deux grandes filles de 16 et 13 ans, marié depuis pas mal d'années aussi. Je dirige Mercer en France depuis maintenant 5 ans et je fréquente cette maison depuis plus de 20 ans, où j'ai eu un parcours extrêmement varié, on y reviendra peut-être. Comme tu l'as dit, j'ai aussi commencé ma vie d'étudiant et terminé ma vie d'étudiant à l'ESCA à Angers, dont j'ai le plaisir d'être et l'honneur et la responsabilité d'être le responsable de ESCA Alumni, l'association qui rassemble les anciens. Voilà, je suis par ailleurs un peu breton comme toi, un peu beaujolais aussi, amateur de bonne chère, la cuisine est importante pour moi dans la vie, amateur de mer, de montagne, de plein de choses. Alors si on commence à parler un petit peu de ta carrière un peu plus en détail, ça peut être un peu atypique. Tu es resté dans la même boîte pendant, donc, à savoir Mercer, pendant, ça fait 20 ans ? Ouais, je suis dans ma 21e année, c'est complètement has-been. Incroyable. C'est complètement has-been maintenant, à l'heure où on parle de la génération Z, des millénials qui changent régulièrement. En fait, j'ai fait 20 ans dans la même boîte, un peu plus, mais je crois que le job que j'occupe aujourd'hui est le 9e job que je fais, enfin que je conduis au sein de cette entreprise depuis un peu plus de 20 ans. Donc d'une certaine manière, l'entreprise m'a donné aussi l'occasion de papillonner sans changer de boutique, en ayant l'opportunité d'avoir des responsabilités extrêmement diverses, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une connaissance assez profonde, je dirais même intime, de Mercer en France et de ce métier, qui est celui du conseil en ressources humaines et de la protection sociale. Un de mes moteurs, c'est le plaisir que j'ai le matin à me lever pour aller travailler. Et au bout de 20 ans, j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir au bureau, avec 1000 projets, des équipes formidables, donc il n'y a pas de raison de changer. Et puis, tu es arrivé en haut de la pyramide. Aujourd'hui, c'est toi qui diriges l'entreprise. Donc, même si tu es resté dans la même boîte, tu n'as finalement pas perdu ton temps parce que tu as 45 ans. Être arrivé à ce niveau-là, c'est une belle performance. Bravo. Donc, mais quels sont les différents jobs rapidement que tu as fait et le parcours au sein de Mercer en 2 minutes? J'espère que ce n'est pas un entretien d'embauche, donc je ne vais pas te faire le CV en entier, mais grosso modo, j'avais commencé ma carrière dans un cabinet de conseil qui s'appelait à l'époque Gemini Consulting, qui depuis s'appelle Capgemini Consulting. Enfin, Capgemini Invent, il change tous les 3 ans. Et donc au début, j'ai commencé par faire ce que je savais faire, c'est-à-dire du projet au sein des opérations de Mercer. Je me suis après occupé des sites administratifs. Donc j'avais expérience managériale extraordinaire, j'avais à peine 26 ans et on m'a confié la responsabilité d'une équipe d'une 50aine de personnes. Alors plutôt back-office, mais passionnant sur le plan managérial, sur la capacité à engager, sur la discipline, sur la nécessité de ne pas être complaisant vis-à-vis des équipes, enfin plein de choses dont on pourrait parler. Puis au bout de 3 ans, j'ai pu basculer sur des fonctions plus commerciales. Alors, j'ai successivement pris en charge le développement de l'activité de vente de nos back-office à d'autres opérateurs de courtage en particulier. Okay. Puis j'ai vécu une aventure passionnante en développant complètement le segment de marché des PME, TPE et des particuliers au sein de Mercer, qui était un segment qui n'existait pas vraiment. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. Ensuite, j'ai basculé sur les grands comptes. Il y a un univers absolument opposé pour devenir après le dirigeant de l'activité santé-prévoyance, qui est un peu le paquebot de l'entreprise Mercer en France. Et depuis 5 ans, j'essaye d'animer l'équipe. J'aime pas dire que je suis président de Mercer. Enfin, je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose. C'est ni plus ni moins que le titre qui y est indiqué sur le cabis. Mais je suis l'animateur, le chef d'équipe, parfois le troubadour. J'essaye aussi d'être un peu aspirateur, mais président, ça ne veut pas dire grand-chose.
D'accord, mais avec les résultats qui vont bien, puisque la société se porte très bien, si j'ai bien compris. Donc, bravo. Ça ne coûte pas plus cher de dire bravo. Non, on se développe bien. Mais après, je ne suis pas un entrepreneur. Je suis un manager, au sens, j'espère, noble du terme. Mais tu disais que j'étais en haut de la pyramide. Oui, je suis en haut de la pyramide en France, mais aussi partie prenante d'un grand groupe américain beaucoup plus large. Alors, la France est un pays important, hein, c'est le 5e pays cinquième ou 6e, selon les années et le taux de change, on va dire. Mais voilà, il faut savoir rester à sa place. D'accord, très bien. Alors, je vais enchaîner sur les différentes questions et tu pourras répondre à la fois avec la casquette Mercer ou la casquette président Alumni ESCA. Quelle est d'abord, Vincent, pour toi, ta définition du mindset ? Alors, j'ai un peu réfléchi parce que tu m'avais dit que tu me poserais cette question-là. Et j'ai essayé de sortir de banalité. Le mindset, alors, je pense que c'est le moteur fondamental de chacun, c'est-à-dire c'est la façon dont on aborde les choses. Alors ça peut être de la curiosité, ça peut être une forme d'enthousiasme, de positivisme a priori. Ça peut être, quand on parle de management, d'une façon de manager les gens, alors soit très directif, soit plutôt dans l'autonomie, la confiance. Pour moi, c'est l'ensemble des soft skills qui constituent l'individu dans sa façon de fonctionner et dans sa façon, surtout, d'aborder les situations, d'aborder les opportunités, d'aborder les difficultés. Je pense que c'est là que s'exprime de manière un peu spécifique le mindset, enfin l'état d'esprit, pour prendre le terme français, de chacun. D'accord, merci beaucoup. Je retiens bien le a priori. C'est bien dit, la situation que tu vas arriver avec un a priori qui va te faire voir la situation d'une façon différente. Alors, quel est maintenant le mindset de Vincent Harel ? Moi, mon mindset, alors, je dirais plusieurs choses. Je pense que la curiosité est un moteur extrêmement important. Je suis curieux d'à peu près tout. Alors ça se manifeste dans des intérêts extrêmement variés et une culture générale un peu dispersée. Ça va être aussi... alors un mindset qui... Je suis quelqu'un qui n'aime pas dire non et qui n'aime pas trop le conflit. Alors ça a des vices et des vertus. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on dit jamais non, on a une forme d'enthousiasme et d'énergie à aller de l'avant. Parfois, ça vaudrait le coup de dire un peu plus non, mais l'âge avançant, j'arrive à gérer cela. C'est aussi la capacité à prendre plus de choses que ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est pour ça que j'ai plongé dans l'aventure des ESCA Alumni, même si ça me prend du temps en plus. Il se trouve que je suis aussi accessoirement engagé dans le syndicat professionnel de mon métier, qui est celui du courtage en particulier, où je suis vice-président du syndicat des courtiers. Enfin, je prends plein de choses, parce que j'aime bien prendre des sujets et j'aime bien apporter ma pierre à l'édifice. Donc, ça, c'est pour le côté positif. Alors parfois, peut-être que ça peut être un peu dispersé et moins focus, mais c'est important. Et puis, je te citerai peut-être troisième élément... pareil, qu'on peut regarder sur les deux revers de la pièce. Je suis quelqu'un qui fait confiance aux gens de manière générale. Alors, moi, je pense que c'est un levier hyper puissant en termes de management, notamment quand on dit à quelqu'un, écoute, tu y vas, je te fais confiance, si tu as besoin de moi, tu viens me chercher, etc. Mais je ne vais pas être dans le contrôle excessif. Le revers de cette médaille-là, c'est que quand je suis déçu de quelque chose, de quelqu'un, je le prends parfois un peu personnellement. Je comprends. Humainement, voilà. Mais je pense que cette notion de confiance est une notion de management hyper forte et hyper moderne et hyper efficace. Comment le mindset a guidé ta carrière ou t'a fait arriver à ce que tu es aujourd'hui ? En fait, si on regarde le chemin que j'ai emprunté, c'est un chemin qui en fait est assez non standard. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de mon premier job, qui est celui de consultant, quand on est dans une boîte de conseil en management, on rentre junior, puis senior, puis manager, puis senior manager, enfin selon voilà, un truc hyper vertical, hyper normé, très balisé. Quand on regarde le parcours que j'ai eu chez Mercer,
c'est absolument le contraire. Je suis rentré sur un job où, honnêtement, quand j'ai fait l'entretien, je n'avais pas très bien compris ce que j'allais faire, mais j'avais confiance dans la personne qui me recrutait. Je me suis dit, là, il y a un truc marrant, il y a des choses à faire, c'est hyper intéressant. Au bout de 2 ans, cette même personne me dit, Vincent, ce serait bien que tu ailles faire tes armes managériales. Et donc, je suis allé dans un back-office, donc vraiment le truc, pas glamour du tout, où même, c'était pas ma femme à l'époque, mais même Armel, c'est son nom, me disait, mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et en même temps, ça a été une aventure personnelle et humaine exceptionnelle. En fait, j'avais 26 ans, j'étais le patron de 50 personnes, à peu près 49 femmes, je crois. Il y avait un homme. Ok. Toutes moins jeunes que moi, on va dire, pour être poli. Donc, enfin, voilà, une aventure incroyable. Et puis après, je citais un des exemples, je me suis occupé du segment des particuliers. Pareil, on est plutôt dans un univers où c'est les grands comptes, les belles boîtes, les Total, les LVMH, les Sanofi qui sont paillettes et qui sont importants. Mais bah, je me suis vraiment épanoui en tant qu'intrapreneur à développer, monter une stratégie, chose que j'aurais probablement pas pu faire si j'avais été directement dans l'univers des grands comptes où là, c'était assez balisé. Voilà, donc c'est cette espèce de curiosité et puis de forme d'insouciance et de confiance a priori dans les deux sens. Je dis que managérialement je fais confiance, mais je fais confiance aussi a priori aux gens qui m'emmènent ce qui m'a conduit d'une certaine manière à avoir en l'occurrence une connaissance hyper large des métiers qui sont les nôtres, probablement assez, je dirais pas unique, ce serait prétentieux, mais singulière au sein de l'entreprise, qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas me raconter beaucoup d'histoires sur ce qui se passe dans la maison, quoi. Ça, c'est cette combinaison de confiance, de curiosité, d'envie, d'énergie qui m'a conduit là-dedans. D'accord. Donc confiance, curiosité. Ouais, avec un peu de candeur positive, on va dire. Je pense que c'est important. Alors, on peut être tout le temps sceptique, c'est quand même casse-pied, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. La candeur, ça a du bon et ça permet de laisser la chance plus aux gens et de faire un peu plus confiance. Et après, on peut devenir ensuite un peu rancunier quand ça s'est mal passé, mais ça, c'est peut-être... ouais, enfin, en tout cas, je ne sais pas si rancunier, c'est le mot, mais on peut le prendre quand on parle de confiance, on parle de... Il y a une notion presque intime. On s'abandonne, on donne, on lâche, on est dans le lâcher-prise, pour prendre un terme à la mode. Et donc, quand on est déçu de ça, on le prend aussi de manière un peu émotionnelle. Si maintenant, je te demande quelle est ta définition de la culture de l'entreprise. Ouais, la culture d'entreprise, c'est un peu un mot valise, mais ça peut vouloir dire plein de choses. Mais je dirais... c'est tout ce qui fait qu'on a envie de bosser avec une entreprise, ou pas envie d'ailleurs, en tant que client, en tant que salarié, en tant que dirigeant. Je parlais des soft skills, quand je parlais de mindset, c'est un peu les soft skills de l'entreprise. Donc ça va être son modèle managérial, ça va être son organisation, disons, si j'ose dire... presque financière. Pour prendre un exemple un peu concret, il y a des entreprises américaines qui ont une culture hyper centralisatrice. En France, au Japon aussi, c'est un peu comme ça. On a une culture de la décentralisation, on fait confiance en local. Ça va être aussi des choses un peu idiotes comme le code vestimentaire, Bien sûr. le lieu de travail. Voilà. Est-ce qu'on a des bureaux fermés, des bureaux ouverts, des bureaux ouverts mais en batterie, des bureaux ouverts mais en bazar, voilà. Il y a plein de choses. Voilà, c'est un ensemble de petites choses un peu impalpables qu'on a du mal parfois à décrire qui font la culture de l'entreprise, un peu à l'image d'un individu, d'une famille, d'une communauté. C'est ça, je pense. Je ne sais pas si j'ai envie d'enfermer la notion de culture dans des choses un peu trop normées, ce serait dommage. Je comprends, mais j'aime bien quand tu dis les raisons de travailler avec, que ce soit un collaborateur, un fournisseur, un client, un partenaire, c'est intéressant comme définition. Oui, parce que je pense que la culture, on ne doit pas trop la rationaliser. C'est comme disent les Anglais, c'est head, heart and guts. Et la culture, pour moi, c'est beaucoup le cœur et les tripes. Oui, il y a un peu de rationalisation, mais quand on rationalise trop des choses
qui sont de l'ordre de l'humain, ça fait pas forcément des choses très bonnes. Je comprends très bien. Tu en es le meilleur ambassadeur a priori. Alors, c'est quoi la culture de Mercer et comment elle s'incarne au quotidien? D'abord, la culture de Mercer, c'est une ambition d'expertise et d'innovation. On a à cœur au quotidien d'être des bons pros. Okay. Le deuxième élément qui caractérise la culture de Mercer, je dirais que c'est une forme de joie collective. C'est-à-dire, alors ça peut paraître un peu bizarre comme façon de dire les choses, surtout quand on parle d'un monde professionnel, mais je suis frappé du nombre de sourires que je vois le matin en arrivant sur les visages des gens. On est là pour faire des choses très sérieusement, comme je le disais, mais aussi avec une espèce de plaisir, de bonheur, de joie à être au travail, ce qui ne signifie pas qu'on fait les choses de manière un peu badine, mais ça c'est hyper important. Et puis la dernière chose, je dirais, si je vais apprendre trois éléments, parce qu'on pourrait disserter longtemps là-dessus, une forme de simplicité dans les rapports humains, simplicité dans les rapports managériaux. J'ai la prétention de croire que je connais, on est à peu près 750 collaborateurs, je pense que je connais 400 prénoms. Bravo. Ça fait longtemps que je suis là aussi. Donc, voilà. Mais, et en fait, personne a peur de parler aux uns et aux autres. Alors, on n'est pas dans un monde des bisounours, et c'est pas tous les jours parfait, mais il y a cette forme de simplicité, une forme d'humilité collective qui est hyper importante. Et très clair, est-ce qu'on peut dire que ton mindset a influencé justement de manière significative la culture de Mercer et qu'elle était peut-être un peu différente il y a 10 ans? J'espère, sinon j'ai probablement raté une partie de ce qui est mon job. Ouais, je tiens à ce que j'ai. Pour moi, ça fait partie de mes moteurs, les éléments que j'ai évoqués, le fait d'avoir du plaisir à venir le matin au bureau, d'avoir cette ambition de faire les choses en permanence mieux, et puis aussi cette logique ouais, c'est quelque chose que je porte aussi. Donc voilà, il se trouve que j'occupe un bureau, mais il est la plupart du temps ouvert. Enfin, on peut venir me voir. Enfin, oui, c'est très important. Effectivement, mon prédécesseur qui avait 20 ans de plus que moi, un profil différent, fonctionnait différemment, ouais, c'est certain. Et ça infuse nécessairement, mais au même titre que mes équipes, le comité de direction, apporte aussi un morceau de culture à la culture. Je comprends très bien. Et si on parle justement locaux ou télétravail, parce que c'est des choses sur lesquelles la culture va justement s'incarner de manière assez explicite, comment ça marche chez vous? Les locaux, alors, vous êtes à la Défense, hein? Oui, on est à la Défense, dans une tour un peu 70s, d'ailleurs, qu'ils sont en train de refaire, qui s'appelle la tour Ariane. D'accord. Ça fait depuis 2018 qu'on était passé dans un modèle flex office, donc pré-Covid. On a un peu l'impression qu'il y avait avant Jésus-Christ, post-Jésus-Christ, maintenant ouais. il y a pré- et post-Covid. C'est vrai. Et alors le télétravail est un truc intéressant chez nous. Quand on est post-Covid, justement, quand on s'est dit il faut renégocier notre accord de télétravail, oui. J'étais terrifié à l'idée que notre accord télétravail devienne une nouvelle forme de bureaucratie où on me dit « Ah non, mais moi, tu comprends, le mardi, je suis en télétravail. Il ne peut rien se passer d'autre. » Alors que je pense que le télétravail doit être un modèle d'organisation, de flexibilité dans le travail. Et je pense qu'aujourd'hui, souvent, on l'a déployé de manière un peu trop stricte. Donc nous, on a un modèle qui fonctionne plutôt bien, en tout cas que les équipes, les feedbacks que j'ai me semblent positifs, où on a annualisé le télétravail. On a dit, vous avez 100 jours de télétravail par an. Alors, il y a un certain nombre de règles, on essaye de faire pas n'importe quoi, mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est du double volontariat, c'est-à-dire que il faut que le salarié soit d'accord et aussi que le manager soit d'accord. C'est-à-dire que quand on est en période de pointe, l'idée, c'est d'être au bureau, sur le pont, en équipe, pour aller plus vite, etc. Quand c'est plus calme, qu'on est sur des moments, je sais pas, le mois de juillet, où il y a un peu moins d'activité, parce que ça arrive, même si c'est de moins en moins le cas, là, il n'y a pas de problème à être plus en télétravail que dans les jours de pointe. Et cette espèce de flexibilité, c'est un message hyper important dans le déploiement du télétravail, et ça fonctionne bien. Et encore une fois, alors, ça part aussi d'une logique de confiance a priori.
Mais je préfère ce modèle-là plutôt que de dire, alors il y a du télétravail 2 jours par semaine, et c'est pas le vendredi. Si le vendredi, il y a besoin, parce que c'est l'organisation familiale qui permet d'être facilitée, tant mieux. Tant mieux. Je comprends. Mais vous avez d'autres locaux en dehors de la Défense? Ouais. Comment ça marche avec les autres locaux, autres collaborateurs? Ça marche à peu près pareil partout pour les fonctions dites commerciales, on va dire cadre, même si c'est un terme qui ne veut plus dire grand-chose. On a aussi dans les 700 collaborateurs, 750 collaborateurs, à peu près 300 collaborateurs qui sont dans des sites plutôt administratifs. Ok. Là, on est allé beaucoup plus loin sur le télétravail, puisqu'on est monté à 160 jours par an, ce qui fait quasiment 4 jours sur 5. Alors, il y avait plusieurs aspects là-dedans. Il y a un aspect économique, ça nous a permis à certains endroits de réduire la taille de nos locaux. D'accord. Il y avait aussi un aspect économique pour les gens, pour les équipes. Et ces profils-là sont des salariés avec des salaires moins élevés, voire même modestes. Je pense à un site qu'on a en Haute-Marne. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent dire où est la Haute-Marne, mais c'est à peu près... C'est à peu près au milieu entre Dijon et Nancy, donc c'est assez perdu. Mais donc c'est un site dans une zone rurale. On est dans un petit village qui s'appelle Pisselou, il y a 40 âmes, on a 100 salariés. Et donc les gens qui viennent travailler chez Mercer dans ce site, ils font souvent 50 km aller, 50 km retour. Donc quand on est sur des petits salaires et qu'ils doivent venir tous les jours et qu'ils font 500 km par semaine, ça fait vite beaucoup d'argent mis dans le réservoir. Accessoirement, c'est pas du tout accessoire, une empreinte écologique pas terrible. Et donc voilà, donc c'est aussi du pouvoir d'achat pour les gens. Je comprends. Et de la flexibilité. Voilà, je reprends mon exemple de Pisselou. On est dans l'univers plutôt... on est à la campagne, belle campagne d'ailleurs. Mais souvent les personnes qui sont chez nous sont des deuxièmes salaires, parfois des femmes d'agriculteurs par exemple. Et donc cette flexibilité est vachement précieuse pour les personnes. Donc c'est un élément de rémunération quasiment. C'est un élément et ça fonctionne bien. Ok. Avec... Bon après, voilà, il faut savoir aussi gérer les limites de l'exercice, parce qu'il faut garder le collectif, savoir accueillir les nouveaux. Donc là, on fait un peu moins de télétravail, mais encore une fois, c'est pas un truc figé. C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, quelle est l'influence culturellement de travailler pour une entreprise américaine, un groupe américain, avec la filiale qui est en France? On est une boîte américaine. Alors, est-ce que ça fait une énorme différence parce qu'on est américain? Il y a un côté assez direct des Américains. On parle souvent du pragmatisme anglo-saxon des Américains. Ce qui est assez... moi, je trouve que c'est plutôt agréable parce qu'il n'y a pas de faux semblants. On s'engage principalement sur des questions financières en début d'année. On fait les résultats, tout va bien. On ne fait pas les résultats, ça ne va pas bien. C'est assez simple. Il y a beaucoup d'organisations d'autres natures où... parfois, il n'y a pas ce seul sujet qui est sur la table. On peut considérer que c'est épouvantable. Ça a le mérite d'être lisible et clair. Je pense que l'autre aspect important dans le caractère, dans les spécificités d'une boîte comme la mienne, c'est que c'est une entreprise cotée. Et le fait qu'elle soit cotée, en l'occurrence à New York, alors on appartient à Mercer, ça appartient à un groupe qui s'appelle Marsh McLennan, qui est une très grosse capitalisation américaine, fait que on est en permanence en train de gérer le paradoxe du temps court et du temps long. Ok. On nous parle de stratégie, on nous parle d'ambition, on nous parle d'investissement, mais tous les trimestres, on dit, bon, est-ce que tu as fait les résultats? Et je pense qu'un des sujets qu'il faut apprendre à gérer, et sur lequel il faut vivre avec, c'est la gestion de cette ambiguïté permanente. On parle souvent d'injonction paradoxale, de corporate paradox, c'est-à-dire... faut penser long, mais il faut livrer court. Ça c'est comme ça. Il y a d'autres boîtes comme ça. Hein, elles sont pas toutes. Enfin, c'est pas la caractéristique américaine qui fait ça. C'est le fait que ce soit une boîte cotée. Les entreprises familiales vont penser plus temps long, mais probablement avec des ressorts un peu différents. C'est plutôt un vecteur de performance quand on arrive à gérer cet élément-là. Ça nous oblige à être non complaisant. On ne peut pas se permettre d'avoir tort très longtemps, on ne peut pas se permettre d'être patient sur l'absence de performance, parce que si on fait ça, on perd du temps et on ne peut pas se focaliser sur l'essentiel. Voilà. Donc c'est plutôt... Ça fait des boîtes rapides, ça fait des boîtes énergiques. Voilà. Alors,
dire que c'est facile tous les jours, ce serait un gros mensonge. Voilà. Mais c'est un modèle managérial, c'est un modèle de pilotage spécifique. D'accord, mais les règles du jeu sont claires en tout cas. C'est ça, c'est les règles du jeu. Il y a des boîtes où finalement le patron qu'on a, c'est pas celui qui décide. Voilà, c'est moins simple, quoi. Est-ce que culturellement, tu as une idée des différences qui existent entre vous et vos confrères, des exemples ou des idées en tête? Ouais, enfin, alors, on ne fait pas que de l'assurance, mais effectivement, c'est un univers concurrentiel auquel on se compare souvent. Et plus que de l'assurance, d'ailleurs, on est courtier, c'est-à-dire qu'on est des vendeurs, des intermédiaires d'assurance. Oui. Il y a 3 grandes familles. Il y a les grosses boîtes comme la mienne, cotées. Donc là, ça nous ressemble. Il y a pas mal de boîtes sous LBO. Donc ça, c'est encore un autre horizon de management, avec un engagement fort, notamment du management sur le plan financier, qui fait que c'est un autre modèle managérial. Plus long terme, mais aussi plus court terme. Parce que l'horizon des boîtes cotées, elle a beau être au trimestre, elle est aussi à l'infini. Oui. Alors qu'une boîte sous LBO, elle est sur les 4 prochaines années, quand ils vont revendre la boutique. Donc ça fait encore un autre modèle. Et puis après, il y a beaucoup d'entreprises familiales. Si on prend le classement de challenge des 500 fortunes, on va trouver beaucoup de courtiers. Voilà, ça, c'est des gens qui ont vraiment une notion de temps long, de capacité à investir. Voilà, mais c'est des boîtes d'entrepreneurs. Alors, certains ont des managers comme moi en place, mais c'est pas la norme. C'est souvent des dynasties qui se déploient. Mais c'est un modèle intéressant puisque notre métier est un métier de conseil, de commerce, et donc un métier de relation. Et la dimension familiale fonctionne bien dans ce contexte-là. Et donc, ouais, il y a des cultures très différentes. L'autre paramètre que je dirais, c'est que j'ai 45 ans, certaines de mes équipes me trouvent très très vieux, mais en fait, je suis très très jeune comme dirigeant dans ce métier-là. La plupart de mes collègues, mes pairs, ils ont plutôt 20 ans de plus. Donc ça, je pense que ça fait une différence dans le style. Bien sûr, oui, on n'est plus à la même époque qu'il y a 25 ans, forcément. Alors, je l'avoue, je suis aussi ancien SK moi-même. Vincent est aussi un ancien SK. J'aimerais entendre ton analyse ou ton opinion en tant qu'ancien SK et en tant que président des alumni SK sur ce sujet-là. Déjà, il faut peut-être expliquer ce que c'est que l'ESCA. Donc l'ESCA, c'est une école de commerce, historiquement fondée à Angers. C'est une émanation de l'Université catholique de l'Ouest. C'est un vieux machin, l'ESCA, ça date de 1909, donc ça a plus de 100 ans. Donc aujourd'hui, on est un peu plus de 20 000 alumni, comme on dit, donc des anciens, des diplômés. C'est une école de commerce, une école de management maintenant, comme on dit, puisqu'on ne fait pas que du commerce, on gère des entreprises. Elle a cette particularité d'être une école post-bac. Donc tous ceux qui en sont sortis, toi comme moi, à 18 ans se sont dit « Ah, ça a l'air super, je vais tout de suite aller faire... je ne vais pas faire une prépa, je ne vais pas faire du théorique, je vais rentrer dans le concret en allant dans une école comme celle de l'ESCA. » Je pense que c'est la première caractéristique, la première différenciation. La deuxième, c'est que c'est plutôt une belle école avec une belle réputation. Donc quand on fait le choix de l'ESCA, je sais que c'est quelque chose que tu dis souvent, c'est un vrai choix. On n'a pas loupé l'école du dessus ou l'école d'à côté. On s'est dit, moi, je vais aller là. Voilà. Et après, quand on rentre à 18 ans, on est encore probablement pas totalement formé ou déformé, je ne sais pas. Et donc, l'ESCA constitue un creuset culturel, pour reprendre un terme qu'on évoquait tout à l'heure, assez fort. Et comme c'est probablement à 18 ans aussi une première vie émancipée, on tisse des liens très forts, tant vis-à-vis de nos camarades que vis-à-vis de l'école. Voilà, donc c'est ce qui rend singulier cette école. Après, il est vrai que quand on regarde l'école aujourd'hui ou avant, ou nos copains de promo, moi je crois qu'il y a deux choses qui caractérisent ce que nous sommes. C'est d'abord une forme d'humilité, ça c'est quelque chose qui revient assez souvent. Parfois un peu trop. L'humilité ? Ouais, on devrait être un peu plus grande bouche, pour le dire poliment. Et puis la deuxième caractéristique, c'est qu'il y a un côté malin, ou smart, comme diraient les Anglais.
C'est-à-dire, c'est pas une intelligence hyper académique, hyper formelle, mais c'est une intelligence de situation. Débrouillardise. Ouais, débrouillardise. Voilà, toi, tu as vécu une partie de ta vie en Inde. Je vous racontais mon parcours. Voilà, peut-être quelqu'un qui a fait HEC n'aurait pas accepté de faire des chemins de traverse comme j'ai fait. Et je pense à plein d'autres gens autour de moi. Moi, je sais pas, il se trouve que j'ai une famille où il y en a plusieurs qui l'ont fait. Donc, j'ai un beau-frère qui a fait l'ESCA, qui lui a commencé. Il est chez L'Oréal. Il est devenu tout récemment DG de L'Oréal professionnel pour le Benelux. Un beau job. Mais il a commencé sa carrière chez L'Oréal, non pas au marketing, qui est la voie royale, mais à la logistique. D'accord. Voilà, c'est pas pour rien qu'il y a pas mal d'entrepreneurs. Quand on regarde le French Tech 120, c'est une des écoles les plus représentées dans le French Tech 120 des fondateurs. Donc voilà, c'est tout ça, espèce de mélange d'humilité, cette capacité à prendre des challenges un peu différents, et puis d'adaptabilité, de débrouillardise, ce côté futé. Je pense que c'est ça le mindset SK. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, s'il y a des choses à rajouter J'espère qu'il y a un peu d'ambition aussi. On est une école de business, quoi. Donc on est là pour construire des choses, pour bâtir des aventures, pour conduire des entreprises, pour d'une certaine manière réussir. Et on peut mettre plein de choses derrière la réussite, une réussite personnelle, humaine, financière, pourquoi pas. Enfin, il n'y a pas de tabou là-dessus. J'espère que on a de l'ambition. Ce sont des gens qui sont un peu couteau suisse et qui sont capables à la fois d'être c'est des très bons généralistes, je dirais, et qui vont être très caméléons en fonction des situations, et qui vont être capables, comme toi par exemple, d'avoir fait un peu de back-office à un moment, de repartir sur autre chose, et qui vont, avec leur intelligence et leurs soft skills, c'est des gens plutôt qui vont réussir un peu comme un chat à toujours retomber sur leurs pattes, quoi. Ce que je te disais, adaptabilité. Alors, on n'est pas les dépositaires de ces qualités-là, mais je pense que c'est effectivement ce qu'on retrouve souvent. Je pense à une copine de promo, Sophie, qui est patronne de quartier au Moyen-Orient. Elle a su naviguer, elle s'est retrouvée en charge du pavillon des femmes pour l'Expo universelle à Dubaï. Je prends l'exemple de la promo, c'est ceux qui sont plus proches, mais Édouard, qui est à Nantes, qui a monté une boîte qui s'appelle Allo Voisin, que pas mal de gens Édouard Dumortier. Ouais, Édouard Dumortier. Voilà, encore une belle aventure avec un modèle de business un peu atypique, enfin collaboratif. Il y a 1000 exemples. J'ai un de mes meilleurs potes qui est patron du leader du Botox en France. Pas mal aussi. Excellent. Voilà. Il n'y a personne qui se dit le matin, je vais aller faire du Botox. Bon, lui, il avait commencé sa carrière chez Procter et il a su exprimer son talent ces dernières années dans un contexte de TI allemand, en l'occurrence. D'accord. En tant que dirigeant en France. Voilà, il y a plein d'histoires comme ça. Moi, ce que j'aime, ça, c'est un des trucs que j'essaye de pousser d'ailleurs au travers des SK Alumni. Je pense que quand je suis devenu président des anciens, j'ai fait ça parce que j'y ai été très heureux, que je suis assez fier de cela et j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice et de promouvoir ce qu'est l'école, le diplôme. Et les premiers ambassadeurs de ce diplôme, c'est chacun, c'est toi, notamment, c'est les copains qu'on a, les gens qu'on connaît moins, et mettre en lumière toutes ces histoires extraordinaires que constituent autant de parcours qu'on a autour de nous, et donner envie de venir, et donner envie à des jeunes d'avoir cette ambition, d'avoir leur propre parcours et leur propre chemin, avec l'aide d'une formation initiale de bon niveau, très bon niveau même. Je comprends très bien. Et comment est-ce que tu définirais la culture de l'ESCA, selon toi? C'est quoi? Et puis ensuite, si on s'amuse à la comparer avec d'autres écoles, comment tu définirais la culture de l'ESCA? Alors d'abord, je pense qu'il faut regarder l'histoire de l'ESCA. L'ESCA, c'est au départ une école à Angers. Donc Angers, c'est la 20e ville de France, je crois. Donc c'est pas Nantes, c'est pas Lyon, c'est pas Marseille, évidemment, c'est pas Paris. Donc il y a une dimension territoriale importante qui s'est d'ailleurs beaucoup développée ces dernières années parce que la franchise ESCA s'est exportée à Paris, à Strasbourg, à Lyon, à Aix-en-Provence, à Bordeaux, je suis sûr que je vais en oublier, mais aussi maintenant en Europe, à Luxembourg et à Malaga. Donc il y a cette ambition de porter au plus près des territoires et des étudiants potentiels un modèle d'études singulier.
On est dans un moment où les écoles de commerce se transforment énormément. Alors, il y a plein de facteurs pour ça. Il y a la réforme du bac, il y a la désaffection des prépas, il y a le fait qu'on est passé d'un modèle de concurrence nationale à une concurrence européenne, voire même internationale. Moi, j'ai passé le bac en 96. J'avais pas l'idée d'aller faire mes études au Canada, en Italie ou en Espagne. Non. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est plus que commun. Tout à fait. Et donc les écoles se transforment, elles deviennent plus grandes, plus imposantes, avec des plus gros budgets. Et l'enjeu, c'est de conserver cette culture, ce mindset, tout en assurant le développement académique de l'école, avec le même niveau d'exigence, le même niveau de sélectivité. Le choix qu'a fait l'ESCA, c'est de déployer au travers de plusieurs campus ce modèle, ce qui fait que le plus gros des campus, qui est celui de Paris, n'est pas si vaste que cela. Aujourd'hui, si les promos sont des promos sur le programme grande école d'à peu près 1000 étudiants, on a des promos campus par campus qui ne dépassent pas les 200-250, donc tout le monde se connaît, il y a une dimension collective forte qui permet de maintenir cet état d'esprit, cette singularité qu'on évoquait de plein de manières différentes. Donc, pour récapituler ce que tu me demandes autour de la culture, c'est une culture locale, ancrée dans les territoires, avec une dimension européenne, humaniste, et une ambition business assez grande, quoi. Il y a le fait que c'est un modèle depuis toujours. C'est-à-dire depuis 1909, le modèle, c'est un modèle post-bac. Alors à l'époque, au sein de l'Université Cato de l'Ouest, mais depuis 67 en tant qu'entité en tant que telle. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui pivotent du modèle post-prépa au modèle post-bac. Donc nous à l'ESCA, on a cette expérience-là, on connaît. Le truc le plus important, c'est qu'on ait des bons étudiants qui réussissent et qui fassent avancer le business France, quoi. Enfin, moi, je pense qu'un des gros problèmes qu'on a en France, c'est la qualité des équipes, des collaborateurs, des salariés, des entrepreneurs. Et ces écoles-là, elles ont cette ambition-là. Moi, j'espère qu'un jour, on pourra se comparer les yeux dans les yeux avec les Parisiennes, pourquoi pas même avec des écoles internationales. Enfin, la Bocconi, l'ESAD, l'Instituto Impresa, des facs aux États-Unis. C'est ça qu'il faut aller chercher. On a des super beaux campus, par exemple à Bordeaux. Là, on vient d'ouvrir un campus incroyable sur la rive droite de la Garonne, où on a rénové complètement un ancien mess des officiers. C'est un lieu d'études exceptionnel. Je pense qu'on vient là-dedans. S'il y a 25 ans, on m'avait emmené là, j'aurais eu les yeux qui brillent. Pareil à Lyon, on est au cœur de la ville, dans le quartier Confluence, un endroit incroyable qui est l'ancien siège d'un labo qui s'appelle Merial, donc hyper bien situé. Paris, on est à Boulogne, on est accessible en métro. Enfin, voilà, il y a vraiment l'expérience étudiante est hyper importante. Alors j'ai une dernière question qui va peut-être faire la pièce, le double face Mercer-ESCA. Quel serait aujourd'hui, selon toi, un conseil, une suggestion quel message tu as envie de faire passer pour terminer ? Le plus important, c'est de trouver un univers, une culture, un entourage qui nous rende heureux. Voilà. Moi, j'ai ce grand privilège d'être super heureux le matin, de passer des bons moments avec mes équipes. Ça tient à peu de choses. C'est une espèce d'alignement personnel entre l'univers professionnel dans lequel on est. Alors, il y a des gens qui vont trouver super d'être dans une banque, d'autres qui vont trouver ça épouvantable. Moi, je fais du conseil, du courtage, ça me plaît beaucoup. Il y en a qui vont dire qu'ils vont se trouver une vocation d'agriculteur, j'en sais rien. Mais je pense que quand on est heureux, on est bon. Et il n'y a pas de voie évidente, institutionnelle, etc. Je pense que ça, tu vois, quand on parlait d'humilité, d'agilité, de débrouillardise, voilà, ça passe par là. Il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies possibles. Il y a plusieurs voies. Tu vois, toi, tu es entrepreneur. Je suis sûr que tu t'éclates là-dedans. Voilà, mais tout le monde n'est pas fait pour ça, avec l'inconfort que ça constitue, les risques qu'on prend. Il y en a qui ont besoin d'autre chose. Moi, je suis manager, leader, je sais pas. Ça me convient bien. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Il faut trouver un univers dans lequel on est heureux. Parce qu'on n'a pas le temps d'être malheureux. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Vincent d'être venu sur notre plateau et à très bientôt. Merci Tim, salut.